Salut tout le monde, je suis la créatrice du compte Instagram qui s'appelle Usno et j'avais envie de faire une vidéo où je serai seule sur la vidéo pour le coup. D'habitude je fais des interviews avec toujours une personne en face. Et je voulais faire une vidéo parce que il y a pas longtemps j'ai fait un live, enfin on a fait un live et dans laquelle j'étais moi invitée. Et en fait je me suis rendu compte, même si je le savais déjà, que je suis pas à l'aise en fait quand c'est pas moi qui dirige la conversation dans une interview. Et je suis pas à l'aise et comme j'ai pas forcément l'habitude de m'exprimer sur ce que je fais, sur ma vie ou sur autre, j'ai vraiment besoin de travailler ça. Et je suis pas satisfaite de la façon dont j'ai parlé de mon projet, alors que c'est un projet que je connais par cœur, que j'aime comme pas possible. Et du coup, j'ai envie de faire cette vidéo pour vous expliquer en fait en quoi mon projet consiste, ce qui va se passer pour les mois et les années à venir, Et j'aimerais faire ça seule, posée, tranquille, face à la caméra, dans un endroit que je connais qui me rassure. Et l'idée c'est que je vais parler un peu de moi, je vais parler de mon projet, je vais parler de ce que j'aime faire, de ce que j'aime pas, et de mes derniers accomplissements là que j'ai fait récemment. Moi je m'appelle Laura, j'ai 29 ans, aujourd'hui où je tourne la vidéo j'en aurai bientôt 30 mais vraiment très bientôt. Et j'ai appris à vraiment me connaître là ces derniers mois. Cette dernière année j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi d'un coup mais c'est assez fou. Et sur plein de sujets différents, sur le rapport à la scolarité, sur le rapport à l'apprentissage, sur le rapport à l'autre et sur le rapport à moi-même. J'ai grandi à Paris dans les années 90 et je trouve que c'est l'une des villes les plus chouettes, même s'il y en a plein d'autres qui m'intéressent et que je trouve fascinantes. Je trouve que Paris c'est vraiment cool. À Paris, même si t'as pas les moyens, tu peux faire des expos gratuitement, tu peux visiter plein de galeries. Euh, avec quelques euros en poche, bon à l'époque c'était les francs donc c'était plus simple. Tu peux faire plein d'activités, tu peux avoir des loisirs en famille, des loisirs en solo, des loisirs en couple. T'as tout sous la main, la culture, le sport, tout. Et il y a une espèce d'effervescente qui est assez incroyable dans cette ville. Et ma mère nous a toujours, quand je dis nous, c'est moi et ma soeur, parce qu'on est deux à la maison, deux enfants. Et elle nous a toujours poussé à aller voir des expos, à aller voir des concerts, etc. Et je l'en remercierai jamais assez parce que ça c'est quelque chose que j'ai gardé. Le fait de voir des expos, m'intéresser à l'art, m'intéresser à la culture, m'intéresser au cinéma aussi. C'est des choses que j'ai toujours et je trouve que c'est vraiment fondamental d'avoir ça en soi et de se dire j'ai ma vision du monde, mais on est maintenant 8 milliards sur Terre, on a tous une manière de voir le monde différente et je pense que c'est vraiment hyper intéressant de s'intéresser aux autres et pas rester tout le temps sur soi-même. Je considère aussi que les années 90, ça n'a pas été la pire des périodes pour grandir. Même en tant qu'enfant, que petite fille et petite fille noire en France, je considère que c'est pas non plus. Ça n'a pas été le truc le plus simple, mais ça n'a pas été la période la plus compliquée. Je pense que grandir en tant qu'enfant noir dans les années, je sais pas moi, 50-60, ça aurait pas été fou. Et je suis contente aussi d'avoir pu profiter de ce, comment je pourrais dire ça, de ce micro laps de temps où on n'avait pas encore les problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui. C'était déjà compliqué dans les années 90, mais j'ai pas grandi avec ce côté anxiogène en me disant on va tous crever quoi, Enfin, il y a vraiment ce truc de là, on sait où on va, on n'a pas d'excuses, on a tous internet donc on sait ce qui se passe. Et ça je trouve on a échappé pas mal à ça dans les années 90. Je me rappelle que je regardais beaucoup de documentaires, je regarde toujours, des documentaires animaliers, des documentaires sur la planète, et en fait, il y avait peut-être à la fin du documentaire 3 minutes où on te disait voilà cette espèce là elle est en danger, ou alors à cause du réchauffement climatique ou de certaines conditions climatiques, cette espèce là elle se reproduit moins bien, etc. Donc il y avait toujours cette petite note à la fin du documentaire, mais c'était pas hyper étouffant. Et donc ça paraissait un peu lointain ces questions d'écologie, et du coup je pense qu'on était moins anxieux dans ma génération quand j'étais jeune qu'aujourd'hui, où je pense que là c'est inévitable, tu peux pas ne pas te poser de questions, tu peux pas ne pas réfléchir. Vraiment aujourd'hui il y a vraiment ce truc de cas de conscience où à chaque fois que tu vas faire quelque chose tu vas te poser la question de
quelles répercussions ça pourrait avoir, même si c'est à une toute petite échelle. Alors que quand j'étais jeune, je me posais pas du tout la question. Concernant ma famille, parce que j'ai évoqué ma mère et ma sœur tout à l'heure, j'ai grandi effectivement avec une mère célibataire et une sœur dans un des quartiers pareil que je préfère de Paris, c'est le 20e. Quartier où t'avais tout. Le fait d'avoir grandi avec toutes les couleurs, avec toutes les religions et toutes les classes sociales, finalement, ça a vraiment été quelque chose qui a été bénéfique pour moi. C'est un quartier qui est porté sur le social, qui là a changé, parce que maintenant il y a la gentrification, mais c'est un quartier qui à l'époque avait vraiment cette espèce de, comment je pourrais dire ça, d'effervescence. Et si je parle de la rue de Belleville par exemple, tu vas avoir une synagogue, tu vas avoir une église, et dans la rue d'à côté tu vas avoir plein de petits commerces musulmans. Après tu descends, t'as le quartier asiatique, le quartier tunisien, enfin bref, t'as vraiment tout au même endroit. Et ça, je trouve que culturellement parlant, c'est une dinguerie. Je trouve que c'est vraiment incroyable. C'est vraiment quelque chose qui... ça vaut de l'or. En tout cas, en tant qu'enfant, d'avoir grandi là-dedans, dans tout ce mélange et dans toutes ces cultures, et de pas se poser la question sur ouais, tu viens d'où, machin. Tout le monde vient d'un endroit différent, donc en vrai, on se pose pas de questions. Pour mon parcours scolaire, si on commence au tout début, ça a été compliqué parce que moi, si je fais pas quelque chose qui me plaît vraiment, et je l'ai découvert pareil à 29 ans, 28-29 ans, si ça me plaît pas à 100%, je vais pas bien faire et je vais pas avoir envie de le faire, et j'arriverai pas à me pousser toute seule pour le faire. Donc le collège, la primaire et tout ça, enfin la primaire encore bon, mais le collège vraiment ça m'intéressait pas. Ce qu'on apprenait en cours ne m'intéressait pas. Le rapport au prof, le rapport élève-prof ne me parlait pas. Et je pense qu'ils l'ont bien ressenti malheureusement, parce que du coup je parlais tout le temps. On bavardait en fait avec ceux qui étaient avec moi. Et j'étais aussi assez influençable dans le sens où je traînais avec pas forcément tout le temps les bonnes personnes. J'avais toujours un bon noyau avec des gens sains d'esprit, stables et tout ça, mais j'arrivais aussi à m'entendre avec ceux qui mettaient le boxon en fait. Donc j'avais ce truc d'être facilement amie en fait avec tout le monde, d'avoir mes petits groupes de potes, mais en fait d'avoir des groupes de potes qui sont vachement différents, qui étaient vachement différents. Et le truc c'est qu'au collège en plus, voilà, c'est un peu l'âge, c'est l'adolescence, hein, la préadolescence, et c'est l'âge où tu commences à essayer de tester tes limites et celles des autres, surtout celles des autres d'ailleurs. C'est pas un âge où t'es le plus à l'aise non plus, c'est-à-dire que collège, ça a été un peu compliqué, alors que je revois les photos de moi au collège, mais j'étais une bombe, mais bon, voilà. Et étant quelqu'un d'introverti qui est tout le temps noyé, parce que quand t'es au collège c'est quand même 8 heures, en moyenne 7-8 heures par jour, t'es noyé dans la foule en fait, t'as tout le temps des gens autour de toi, tout le temps du bruit autour de toi. Et j'étais introvertie, mais quand tu le sais pas encore, bah du coup tu veux faire comme tout le monde. Donc en fait t'es tout le temps avec des gens alors que des fois t'auras envie d'être seule ou besoin d'être seule. Et ce truc d'être noyé dans une classe de 35 élèves où il y a tout le temps du bruit, où il y a la moitié de la classe qui fait n'importe quoi, je pense que ça peut fatiguer, et en tout cas moi ça m'a pas convenu. J'aurais préféré avoir une petite classe avec un petit noyau dur, mais ça je pense que tout le monde, hein. Faire limite de la classe avec des cours avec que tes meilleurs potes et un prof absolument génial, mais bon ça c'est un peu plus compliqué à trouver. Ça a été une période aussi où j'ai subi du harcèlement. Le collège ça n'a pas été hyper funky, et subi du harcèlement par essentiellement par que des garçons en fait. Les filles me foutaient la paix royale, j'étais pote avec les filles. Mais voilà, ça n'a pas été une période facile, et étant donné que tu subis du harcèlement en général, bah j'étais pas assez intelligente pour ne pas répéter ça sur quelqu'un d'autre, donc je me suis... Comment je pourrais dire ça? Je sais qu'il y a plusieurs fois où mes profs avaient convoqué ma mère parce que j'avais été insolente. Moi je le voyais pas du tout comme ça, parce que je pense que quand t'es jeune en fait, tu te rends pas compte des choses, tu vis les choses, et quand on te dit voilà texto, ton comportement c'est ça, trop de bavardage, de l'insolence, etc., tu le prends comme une agression au lieu de le prendre comme un constat. Parce que le point commun, c'était, le dénominateur commun, c'était quand même moi à chaque fois. Et en fait, ce truc de parler tout le temps en cours, bavarder, et dès que le prof se retourne, se taire, être la seule personne qui se tait parce qu'elle comprend que bah, c'est le seul moyen de pas être punie,
et de regarder le prof droit dans les yeux avec ce truc de non, c'est pas moi. Ça, c'était ma spécialité. Et avec le recul, je me mettrais des baffes. Donc bref, voilà, pour la période collège, c'est essentiellement les choses que j'ai à dire. Si j'avais pu le faire autrement, ouais, je l'aurais fait autrement. Si j'avais pu le refaire, je le referais autrement. Concernant la scolarité, dans un cadre un peu plus large sur la définition que je me fais de la scolarité, j'ai vraiment l'impression que c'est du grand n'importe quoi. Et plus je grandis, plus je m'informe, plus je me rends compte que c'est vraiment, vraiment une catastrophe. Dans le sens où, même si on met de côté le fait que les professeurs sont en train de se noyer, que l'éducation nationale maltraite nos professeurs, qu'il n'y a aucune valorisation de ce métier-là, qu'il y en a plein qui du coup ont envie de partir, font des burn-out, voire même ont envie de se suicider parce qu'ils prennent la tasse, en fait ils boivent la tasse. Et j'ai vraiment l'impression que dans la façon dont ce qu'on va nous apprendre à l'école et ce qu'on nous apprend pas, c'est surtout ce qu'on nous apprend pas en fait. On va vraiment nous pousser, nous diriger vers une seule et unique voie, c'est le salariat. Par là, j'entends qu'on va pas apprendre à faire de l'argent. Ça, j'en parlais justement dans une autre interview que j'ai fait avec Ibrahim. On n'apprend pas à faire de l'argent. On va pas nous dire voilà comment tu gères tes économies, comment tu gères ton argent, comment tu peux économiser. On nous apprend pas à placer de l'argent non plus. On va pas nous dire voilà est-ce que tu peux, je sais pas moi, investir dans telle ou telle action. On nous apprend pas à faire ça en fait. Ça, on apprend que dans les classes de riches. On n'apprend pas ça en ZEP, bien évidemment. On n'apprend pas non plus dans les collèges, même dans les collèges classiques en fait, ça s'apprend pas, ça s'apprend que quand tu fais des écoles d'élite en fait. Et je trouve que c'est une hérésie totale parce que si on n'est pas autonome, si on n'apprend pas en tout cas à travailler seul, qu'on apprend seulement à travailler pour quelqu'un, bah finalement ce qu'on va faire plus tard, en tout cas logiquement, le chemin qui se trace devant nous c'est travailler pour quelqu'un ou travailler pour une grande entreprise ou pour un système. Donc ouais, ce que je reproche à ce système, c'est de vraiment nous mettre dans des petites boîtes comme ça, bien rangées, et de pas nous apprendre en fait à être autonome. On ne nous apprend pas non plus à devenir entrepreneur. À part si tu vas te spécifier dans certaines branches ou autres, on te dira pas spontanément dans les écoles publiques, voilà comment tu fais pour créer une entreprise, quelles difficultés tu vas devoir rencontrer, quels papiers tu vas devoir remplir, etc. J'aurais préféré aussi qu'on nous apprenne des choses qu'on ait plus de cours sur l'éducation sexuelle. Ça c'est bête, mais clairement si j'essaie de me rappeler pendant tout mon parcours scolaire, on a eu 1, 2, peut-être 3 heures d'éducation sexuelle maximum en tout, vraiment. Et dans ces cours d'éducation sexuelle, de toute façon t'es tellement mal à l'aise, le truc est tellement mécanique, tu sens que la personne qui te donne le cours elle est là depuis... Enfin, elle fait ça tout le temps et qu'elle a tout le temps les mêmes questions et qu'elle a en face d'elle des jeunes qui sont pas... qui étaient pas à l'époque sensibilisés, qui en avaient un peu rien à faire ou qui étaient mal à l'aise ou qui avaient juste envie de rentrer chez eux. Et du coup, j'ai vraiment ce truc de... les cours d'éducation sexuelle, en fait, ils m'ont servi à rien, pour le coup. Là, les choses ont beaucoup évolué. Je sais qu'il y a pas mal de... Même des personnes qui ont commencé sur Instagram et qui, du coup, essayent de participer justement à l'éducation sexuelle des ados. Et je trouve que pour le coup, c'est vraiment on vit une époque qui est absolument formidable sur ce sujet-là, sur ce point-là. Mais c'est vrai que dans les années 2000, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas fou du tout sur ce point-là. J'aurais voulu aussi qu'on nous apprenne à mieux nous considérer nous-mêmes. Alors après, on va dire ouais, mais il n'y avait pas le temps, pas l'argent, ça faisait pas partie du programme scolaire, donc tout ce que tu veux. Mais j'aurais aimé, idéalement, j'aurais aimé qu'on nous apprenne à... nous considérer nous-mêmes comme des priorités, vraiment travailler sur la vision qu'on a de nous-mêmes, sur la vision qu'on a de nous-mêmes par rapport aux autres et sur notre rapport à l'autre, et qu'on nous pousse à réfléchir sur la place qu'on voudra avoir dans la société, ce qu'on voudrait faire de cette société, qu'on ait vraiment un rôle majeur. Et en fait, encore une fois, si on reparle de cours d'éducation civique, l'éducation civique, normalement on était censé en avoir chaque semaine, on n'en a pas eu, et en tout, j'ai eu 3 heures de cours d'éducation civique dans toute ma scolarité. Et je me souviens d'une classe, je sais plus quelle classe c'était, mais c'était au collège. On devait avoir moitié du programme d'histoire, éducation civique, et l'autre moitié du programme histoire. Et en fait, ça a été l'éducation civique a sauté pour qu'on puisse faire le programme d'histoire en entier et ne pas être débordé par le temps.
Donc en fait, le peu d'heures d'éducation civique que j'aurais pu recevoir au collège ont été avalées en fait par les cours d'histoire. Alors que l'éducation civique, c'est quand même majeur en fait dans la construction d'un élève, d'un adolescent. C'est-à-dire voilà, tu vas avoir un rôle dans cette société, tu vas devoir agir de façon responsable, tu vas devoir te contrôler quand tu te sentiras pas bien, faire un travail sur toi, tu vas devoir participer à la vie citoyenne, etc. Et en fait, ça on te l'a pas, enfin moi en tout cas, personnellement on me l'a pas appris. Donc c'est ma mère qui a dû faire tout ce travail-là et forcément ça fait d'autant plus de travail à faire de son côté, sachant que c'est quelque chose qui pour moi est complémentaire. Tu dois apprendre ça de tes parents, mais aussi dans ton environnement, que ce soit à l'école, à l'extérieur, avec auprès des adultes. C'est quelque chose qui doit se faire au quotidien. Après le collège, lycée, tout ça, c'est là que j'ai... En fait, c'est après le lycée que j'ai commencé à vraiment m'éclater, dans le sens où j'ai pu enfin choisir mes études, ce que j'allais apprendre et comment j'allais l'apprendre, et c'est là que je me suis vraiment éclatée. J'ai fait une année préparatoire en arts plastiques, et top. J'ai rencontré des gens fabuleux, j'ai rencontré des gens qui aimaient autant l'art que moi. J'ai pu tester plein de trucs avec mes mains, avec ma tête, réfléchir du coup différemment, apprendre à réfléchir différemment. Parce que pour le coup, c'était une école préparatoire. Comment je pourrais dire ça? On va te pousser à être le plus original possible. Pas dans le sens où c'est un effet de mode, mais dans le sens où il faut te démarquer des autres. Il faut aussi être capable de faire comprendre comment tu vois le monde à travers tes yeux, avec des supports plastiques, donc avec la photo, avec de la sculpture, avec de la peinture, et arriver à retransmettre des émotions, en tout cas les tiennes, à travers ce que tu aimes faire ou ce que tu vas faire. Donc ça a été une année qui était assez cool, pour le coup, où je me suis découvert des capacités, puis j'ai pu travailler aussi ce que je savais pas faire. Puis en glissant, en continuant mes études, j'ai fait du maquillage artistique et je suis arrivée au milieu de la coiffure, au monde de la coiffure. Le fait de coiffer, ça a toujours été présent chez moi. Je me suis toujours coiffée toute seule. Enfin, après, ma mère, parce que ma mère s'est occupée de moi et après j'ai pris le relais assez vite finalement. Et comme j'ai les cheveux crépus et que les cheveux crépus dans les années 2000, on n'avait pas de salon en fait. On n'avait pas de salon de qualité abordable à Paris. Et on vit à Paris, hein, donc je me dis même pas... J'ose même pas imaginer, je pense, dans les petites villes. Je pense à Roubaix, quand t'es noir et que t'as les cheveux crépus à Roubaix. Je sais pas comment tu fais. Bref, donc voilà. Et le fait d'avoir dû m'occuper de mes cheveux moi-même, parce que ma mère n'avait pas forcément le temps, puis je pense qu'au bout d'un moment, tu peux aussi t'occuper de toi tout seul. J'ai fait moi-même. Et j'ai fait moi-même et j'y ai pris plaisir. Je faisais des tresses, je me faisais des nattes. Ça a toujours été... Depuis toujours, en fait. Et... c'est justement après avoir fait mon parcours en maquillage que je me suis dit mais en fait pourquoi tu fais pas de la coiffure? Donc j'ai fait de la coiffure, je me suis formée, donc j'ai fait une école de coiffure, j'ai obtenu mes 2 diplômes, donc CAP et BP. Et c'est à ce moment-là justement que j'ai rencontré Franck et Cécile, qui sont fondateurs et propriétaires du salon Basique, donc 2 entrepreneurs, enfin un entrepreneur qui a justement créé cette entreprise avec sa femme, avec sa chérie, et en fait ils font partie tous les deux des personnes qui m'inspirent le plus parce qu'ils ont réussi à créer un projet. En plus ils étaient hyper jeunes, ils étaient très très jeunes, ils ont presque le même âge que moi, et en fait à l'époque où je les ai connus, moi j'étais encore dans mes trucs d'études, etc. Eux ils étaient déjà parents, ils avaient déjà un logement, donc ils vivaient ensemble, et ils avaient une entreprise. Donc ça a toujours été une sorte comment je pourrais dire ça, de moteur en fait. Et de voir des gens comme ça réussir avec leurs propres moyens, avec une vision du monde qui était la même que la mienne, ça m'a beaucoup beaucoup motivée. J'ai travaillé dans ce salon pendant 4 ans, donc le salon Basique. Et en fait le principe c'est que on ne défrise pas le cheveu, on ne le lisse pas, on ne le dénature pas. On va le respecter à 100%, on va pas chercher à le dénaturer, on va chercher à l'embellir et à le soigner en fait. Et à le soigner, pas forcément juste avec les petites paillettes et la jolie crème, non, avec des produits naturels, de l'eau surtout, et avec, comment je pourrais dire ça, avec intelligence. C'est-à-dire que souvent on a tendance à mettre beaucoup de produits sur ses cheveux. Les gestes qu'on nous a transmis, malheureusement c'était ça.
Et en fait on se rend compte que le cheveu n'a pas besoin de beaucoup de produits mais beaucoup d'eau, et ça je l'ai appris avec eux. Donc on va dire que c'est grâce à eux que j'ai pu redécouvrir mon cheveu tel qu'il était et à m'assumer encore plus en tant que femme noire. Et ça vaut de l'or, genre vraiment. Donc j'ai passé 4 ans auprès d'eux et auprès d'une clientèle qui avait quand même, qui avait pour objectif également de prendre soin de son cheveu, mais d'être autonome en fait. Puisque l'autonomie, comme je le dis toujours, c'est vraiment la base de tout. C'est vraiment, si tu sais t'occuper de toi-même, tu dépendras moins de telle ou telle marque, tu dépendras moins de tel ou tel endroit, et tu dépenseras moins d'argent mine de rien, parce que pourquoi pas faire soi-même ses produits, ou en tout cas en acheter peu, et pas 12 000. Acheter intelligemment et acheter dans des commerces qui vous respectent en fait aussi. Donc ces clients-là, qui avaient la même philosophie que moi, je les ai rencontrés et puis on a parlé en fait. Parce que quand t'es coiffeur, tu as cette espèce de relation de confiance où, surtout quand t'as les cheveux crépus, frisés, bouclés et où t'as pu expérimenter des trucs très désagréables en salon, quand tu trouves un salon où on te comprend, on te regarde pas de travers parce que t'arrives avec un afro comme as ou des locks jusqu'aux fesses, qu'on t'accueille naturellement et qu'on t'accueille bien, parce que pour le coup on accueillait bien, ils accueillent bien et j'accueillais bien, t'as une relation de confiance qui va naître assez rapidement et un lien aussi avec les gens qui va naître, sachant que je rappelle que je suis quelqu'un d'introverti. Donc pour moi c'est pas forcément naturel de communiquer avec les gens, mais je pense que c'est aussi une force que j'ai. Et ça j'en parlerai plus tard. Ça m'a permis aussi de sortir de ma zone de confort. Et tu rencontres quand même des gens, parfois tu les connais mais parfois tu les connais pas. Et on est face à un miroir, il y a ça aussi, ce rapport au miroir, où t'es toute la journée devant un miroir et tu te vois. Tu te vois parler, tu te vois travailler, tu te vois bouger, donc il y a un rapport qui est assez particulier dans un salon de coiffure. Et je pense que les clients le savent eux-mêmes, c'est qu'ils sont aussi face à un miroir. Et tu peux pas bouger. Donc c'est vraiment assez particulier. Et moi, en me sortant de ma zone de confort, ça m'a permis d'évoluer. Et vite en fait. Si on m'avait dit, je sais pas moi, il y a 10 ans, que je serais capable de faire des interviews avec une personne dans une pièce en tête à tête, non, j'y aurais même pas pensé en fait. Donc ça m'a permis d'évoluer vers ça et ça m'a permis de mieux me comprendre, de mieux me connaître, de savoir où étaient mes limites, de si j'avais envie de les dépasser et si j'avais envie de les dépasser, comment faire. Pour revenir à ces gens que j'ai rencontrés, à ces personnes que j'ai rencontrées, pendant ces discussions où quand justement t'es entre les mains d'un coiffeur et que tu lui donnes ta tête, littéralement, sachant que c'est une partie de ton corps qui est quand même assez intime, mine de rien, et surtout s'il y a une partie de ton corps que tu confies pas à n'importe qui, parce que c'est quelque chose, enfin tu passes devant un miroir, tu vois ta tête, c'est la première chose que tu regardes. On se voit tout le temps et en même temps on se voit jamais, c'est à dire qu'il y en a qui vont refuser de se regarder, il y en a qui à l'inverse vont adorer se regarder, mais dans les deux cas, le visage, la tête, la coiffure c'est hyper important. Et surtout quand on a les cheveux crépus, frisés, bouclés, il y a vraiment quelque chose d'identitaire où c'est voilà, c'est le jour où tu as décidé d'arrêter de défriser, tu confies pas tes cheveux à n'importe qui, vraiment. Donc en fait, tu établis une relation de confiance avec des personnes qui ont réussi à sauter le pas, qui sont parfois encore vulnérables parce que quand t'as défrisé pendant 35 ans et que t'arrêtes, mine de rien, il y a cette notion de vulnérabilité. Et le fait d'avoir pu participer à justement l'élévation de ces personnes-là, en tout cas pour leur faire aimer leur chevelure ou pour faire en sorte qu'elles puissent justement mieux s'entendre avec leurs cheveux, avec leurs boucles, et qu'elles puissent les traiter correctement avec des produits naturels, donc en prendre soin de A à Z, ça m'a permis de me sentir utile, mais vraiment utile. C'est-à-dire que dans le salon basique, en fait, on répond vraiment à une problématique qui est là depuis des siècles et on offre vraiment des solutions à des personnes qui sont vraiment dans une démarche identitaire. C'est vraiment plus que des cheveux. C'est pas juste retoucher ta frange parce que tu trouves que ta frange elle est stylée, c'est vraiment, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Donc moi ça m'a permis de me sentir utile vraiment, de contribuer à quelque chose. Et en plus je me sens concernée parce que j'ai vécu aussi ces complexes identitaires, ce complexe d'être trop noire pour les blancs et peut-être trop blanche pour les noirs. Ça je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître.
Mais ouais, ça m'a vraiment permis de prendre ma place en fait, de prendre mes marques et de prendre ma place dans cette société, et de rattraper tout ce temps perdu à pas trop savoir justement où j'allais, enfin en tout cas sur le long terme je veux dire. Je savais qui j'étais mais je savais pas ce que je pouvais apporter de différent en fait au monde. Donc j'ai réussi à trouver ma place grâce à cette entreprise et au métier que j'ai fait et aux personnes avec qui j'ai échangé et avec qui j'ai pu... on a eu des fous rires en plus, des fous rires, des histoires touchantes aussi. Et je suis reconnaissante d'avoir pu entendre certaines histoires, notamment des histoires qui sont hyper dures, et d'avoir eu le privilège, entre guillemets, ou l'honneur d'avoir pu mettre en confiance des gens, des personnes, pas des gens, des personnes, et ouais, j'ai vraiment cette sensation d'être... Je me sens en fait honorée d'avoir pu être une personne à qui on avait envie de se confier. Et j'ai entendu des histoires qui étaient assez personnelles, voire même des histoires que jamais j'aurais pu penser entendre de quelqu'un que je venais de rencontrer quelques sessions de coiffure plus tôt ou quelques heures plus tôt. Et c'est vraiment... je sais pas si c'est ce que je dégage ou si c'est tout simplement mon métier qui fait que, mais je me sens vraiment honorée d'avoir pu écouter ces personnes-là, qu'elles m'aient accordé leur confiance et d'avoir pu contribuer à faire en sorte qu'elles se sentent mieux pour ceux que j'ai pu aider. C'est ce qui m'a amené justement à ce que je fais aujourd'hui et à ce que je vais faire demain, enfin plus tard, pour le reste de ma vie j'espère. C'est de continuer cette mission, ce sacerdoce et me dire voilà, ma mission à moi ça va être déjà de me rendre heureuse, parce qu'il faut, hein. Et ça j'y arrive plutôt bien, je trouve que je suis plutôt fière de moi. C'est pas parfait, mais je trouve que je suis assez chouette comme nana et j'espère arriver à, tout en m'amusant et en faisant ce que j'aime le plus, à rendre les gens heureux. Alors ça va être... j'aimerais le faire de façon à ma manière. Ma manière c'est quoi? C'est... Je reste quand même quelqu'un d'assez sensible, ça veut dire que j'évite de trop regarder les infos, j'évite de regarder les infos tous les jours. Il y a des périodes d'ailleurs où j'y arrive pas et je regarde les infos tous les jours et en fait c'est le désespoir total. Donc je me limite en fait à savoir ce qui se passe quand même dans le monde et dans mon pays, mais à pas me laisser submerger parce que je suis une éponge en fait. Et sachant qu'on vit dans un monde qui est pas facile, à une époque, de toute façon toutes les époques ont été compliquées, mais on vit quelque chose qui est assez inédit. On a vécu le Covid. Et ouais, je trouve que c'est une époque qui il faut s'accrocher. Et en fait, j'aurais pu choisir de dénoncer ce qui va pas dans notre société pour pouvoir justement informer les gens, faire circuler des informations qui ne sont pas disponibles sur les chaînes publiques. J'aurais pu choisir cette voie-là. Mais en fait, je sais que j'aurais pas tenu le coup. J'aurais pas tenu le coup et j'aurais pas conservé une énergie salvatrice. J'aurais pas pu me sentir à l'aise et je me serais pas sentie en sécurité non plus si j'avais passé ma vie à dénoncer des choses. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a et j'aurais eu du travail jusqu'à ma mort. Mais j'ai pas la foi en fait. J'ai pas la force de choisir cette voie-là. Donc je choisis la voie de la... Je sais pas si c'est de la douceur ou du partage, on va dire, de l'amour, hein, tout simplement. Et cette voie-là, ça va être tout simplement célébrer ce qu'il y a de beau, célébrer de ce qu'il y a de puissant, et mettre à l'honneur nos histoires, partager nos histoires, toutes les histoires qu'on a à raconter, et créer une sorte de communauté dans laquelle chacun pourrait trouver sa place comme moi j'ai trouvé la mienne. Sachant que je suis encore en travail, hein. J'ai 30 ans et je travaille encore... à bien trouver ma place. Mais voilà, j'aimerais que chaque personne se sente à l'aise dans cette société et qu'elle se sente épanouie et qu'elle se sente pas seule. Qu'elle ait vraiment ce truc de... je suis pas tout seul en fait. Je l'ai entendu. Il y a quelqu'un qui a dit des trucs que je pense et que j'ai jamais osé dire. Non seulement il y a une personne qui l'a dit, mais il y a plein de gens dans les commentaires qui ont dit la même chose. Enfin, j'ai vraiment envie de qu'on fasse circuler une sorte d'énergie, l'amour,
et que vraiment on se soutienne les uns les autres, parce que cette société, sinon, c'est de la merde. Si on fait pas les choses avec amour, ça sert à rien en fait. Donc j'ai vraiment envie qu'on partage nos histoires, tout simplement déjà en les racontant, en racontant ce qu'on a vécu, si c'est possible, en racontant ce qu'on aime et ce qu'on aimerait que la société devienne, en racontant, je sais pas moi, si on est parents par exemple, qu'on puisse entendre des parents parler de la façon dont ils éduquent leurs enfants et de la façon dont eux ils ont été éduqués quand ils étaient plus jeunes. J'aimerais qu'on parle de... j'aimerais entendre parler des entrepreneurs, dire voilà, moi j'ai créé une entreprise, j'ai galéré, mais j'ai réussi. Comment t'as fait pour créer ton entreprise, quelle personne t'as rencontré, quel déclic a fait que t'as décidé justement de sortir du monde du salariat. J'aimerais rencontrer des gens qui ont des vies totalement décalées. Quand je dis décalées, c'est par rapport à ce qu'on considère dans cette société comme la norme. Ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui crée une nouvelle façon d'enseigner aux enfants. Un artiste qui utiliserait des méthodes non conventionnelles, parce qu'on a beau parler, il y a quand même pas mal de conventions dans le monde de l'art, mine de rien. Mais voilà, ça va être des gens en tout cas qui m'inspirent au quotidien et qui m'ont toujours inspirée, parce que j'ai toujours regardé beaucoup de documentaires et d'interviews. Et ça a toujours été des gens qui m'ont fascinée, ces gens qui font ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. Tant qu'ils font de mal à personne, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est ce que j'ai envie de mettre en valeur, et j'ai envie de mettre en valeur aussi la communauté noire, parce que je suis noire, hein, je pense que ça se voit un peu. Mais j'ai envie de faire, voilà, de regrouper ce que j'aime vraiment, à savoir mettre en valeur des personnes qui m'inspirent, et aider la communauté noire à s'émanciper, à être connectée aussi, que tout le monde se sente connecté et que tout le monde ait sa place, et à valoriser aussi des gens qui ont fait l'effort de faire des choses bien dans leur vie, que ce soit des choses bien dans leur famille, dans leur foyer, dans leur métier, voilà. C'est vraiment toutes ces choses que je veux faire, c'est mettre en valeur une communauté qui pour moi n'a pas... Comment je peux dire ça? On n'est vraiment pas considéré à notre juste valeur. Il suffit de voir l'histoire de l'Égypte par exemple. Je suis passionnée par le royaume de Kemet, et en fait c'est incroyable comment l'histoire elle a été tournée dans tous les sens. Et l'histoire de l'Afrique de manière générale, quand je dis Afrique, je parle aussi des Antilles, et je parle de la diaspora, de tous ceux qui sont allés vivre dans d'autres pays. J'ai l'impression qu'on ne comprend pas en fait on est enfin, sans nous en fait il n'y a rien. C'est vraiment sans nous il n'y a rien. Je pense qu'il y en a qui vont mal le prendre, mais vraiment c'est en termes de... Ne serait-ce que sur le plan de la musique, t'as quand même pas mal de pays, voire de continents entiers qui se sont enrichis comme des maboules en exploitant et les ressources africaines et les hommes et les femmes et les enfants africains. Et ça continue. Donc je sature un peu sur l'idée que on ne nous rende pas hommage suffisamment, qu'on soit obligé de le faire nous-mêmes en fait, qu'on soit obligé nous-mêmes de mettre en valeur nos talents, qu'on soit obligé nous-mêmes de rétablir la vérité, etc. Donc ouais, j'ai vraiment envie de faire partie de la solution plutôt que du problème, et parce que j'ai pas envie de passer ma vie à me plaindre que on n'est pas suffisamment reconnu, qu'on n'a pas suffisamment de place dans une société qui ne serait pas grand chose sans l'échange en fait, et sans le métissage et sans l'inspiration par l'autre. J'ai vraiment envie de faire partie de la solution, et pour moi c'est tout simplement en parlant de ce qu'on est capable de faire de bien. C'est quelque chose qui va me tenir en fait, qui va me permettre déjà de mieux me sentir, mais qui va me permettre aussi de pas avoir ce truc de je fais 4 dépressions par mois parce que j'ai parlé de violence policière, j'ai parlé d'injustice, etc. Ça je peux pas, j'y arriverai pas. Donc déjà m'informer ça me démoralise parfois, je me dis mais c'est pas possible. Donc ma technique à moi, mon chemin à moi, ça va être le chemin de l'amour tout simplement. En parlant d'amour, j'aimerais aussi parler, puisque finalement c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et j'ai mis 30 ans, à 28-30 ans, à comprendre les choses.
Mais j'aimerais aussi parler du rapport, que ce soit le mien ou finalement celui de tout le monde, du soi avec l'autre, dans le but de se mettre en couple par exemple. Et encore une fois, je trouve que en ayant grandi dans les années 90-2000, on nous a encore une fois pas appris euh, à s'aimer suffisamment. C'est aussi ce que je reproche quand je disais que l'estime de soi n'était pas assez mise en valeur dans l'éducation quand on était petit. En dehors de la famille, hein. La famille c'est encore autre chose pour moi. Je parle de l'environnement dès que tu sors de chez toi. En tout cas pour ma part, j'ai l'impression que dès que je sortais de chez moi, c'était chacun pour soi, fais attention à tes fesses et puis et surtout en tant que femme, on n'a pas forcément suffisamment de liberté pour pouvoir se dire et faire confiance à tout le monde. Donc on a vraiment ce truc dont on va se former une carapace et pour apprendre à casser cette carapace, ça prend beaucoup de temps. Je pense que toutes les femmes vont se reconnaître pour le coup dans ce que je vais dire là. Avant de parler d'amour, c'est un point qui est aussi important pour moi, c'est ce rapport à la femme qu'à la société. Je pense que j'ai même pas besoin forcément de l'expliquer ou de définir ce qui se passe actuellement dehors. Mais, et en tout temps d'ailleurs, je pense qu'en tant que femme, on a vraiment beaucoup de... On perd une énergie importante à devoir se défendre en politique, à devoir se défendre au travail, à devoir se défendre dans la rue, à devoir se défendre même parfois dans sa propre famille et même parfois dans son propre couple. Si on avait pu investir cette énergie-là et ce temps-là à faire autre chose, je pense qu'on aurait eu une société qui aurait été absolument géniale. Et je pense que c'est aussi pour ça que ceux qui dirigent ont décidé qu'ils n'allaient pas changer les choses. C'est parce que si on avait pu consacrer toute cette énergie qu'on consacre à se défendre partout, à défendre nos droits et à lutter, ben on aurait une société qui serait absolument parfaite et on n'aurait pas besoin en fait de... Bref, j'arrête. Donc voilà, et pareil pour les hommes en fait, ça je l'ai appris il y a peu, parce que j'étais dans ma vie de femme et je faisais pas forcément suffisamment attention à ce que les autres pouvaient vivre, donc je parle de ceux qui s'identifient comme hommes. Et, et vraiment, ça j'ai commencé à réfléchir dessus parce qu'il y avait pas mal de comptes Instagram encore une fois, et de youtubeurs, et là je pense à Ben Never par exemple, incroyable. Genre une de mes sources d'inspiration, on en parlera après. Mais ouais, du coup, je pense à Ben Never, je pense au compte Tuband aussi, un compte Instagram Tuband, et c'est vraiment ces gens-là qui m'ont fait me rendre compte qu'on mettait beaucoup de pression aux hommes, tout comme on met beaucoup de pression aux femmes. J'estime que même pour la lutte féministe, en fait, parce que je suis féministe aussi, j'estime que même pour cette lutte-là, en fait, on a besoin des hommes. Désespérément, on a besoin de lutter tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut que les hommes se sentent concernés par les problématiques de la société actuelle. J'ai vraiment aussi besoin et envie d'entendre des hommes s'exprimer sur leur vie, sur leur rapport à la masculinité, et sur leur rapport à la féminité également. C'est quelque chose qui va être indispensable et ça va être quelque chose une chose que j'aimerais vraiment intégrer aussi dans mes interviews. Maintenant que j'ai parlé de ça, j'aimerais revenir sur justement la notion de couple et sur cette notion d'arriver à comprendre comment un couple se forme et comment un couple peut fonctionner. Pour pouvoir se mettre en couple, en fait, il fallait non pas chercher à combler ce qu'on n'avait pas, à trouver une sorte de moitié en fait, comme dans les légendes grecques où on te dit que une âme en fait a été séparée en deux par une malédiction et qu'en fait chacun erre malheureusement dans la vie comme ça sans but parce qu'il a été séparé de l'autre, et en fait ceux qui rencontrent l'âme sœur ce sont ceux qui se retrouvent. Donc en fait ça j'ai appris que c'était pas comme ça que ça marchait du tout, que c'était plutôt être capable de se comprendre, se connaître, ça c'est la base, mais être capable de s'aimer suffisamment pour pouvoir accueillir quelqu'un. Et moi, ce qui marche avec moi, c'est l'exemple du verre, en fait.
d'un verre, un verre que tu remplirais avec de l'amour tout simplement. Un peu comme de l'eau ou du thé ou ce que tu veux, mais de l'amour pour le coup. Et normalement, pour que ça puisse marcher, il faudrait que ton verre soit plein, mais plein à déborder en fait. Qui déborde d'amour et que ça aille partout dans tous les sens. Et que du coup, t'aies tellement d'amour à donner que tu veuilles le donner aux autres. Alors ça peut être le donner, je sais pas moi, à tes enfants, ça peut être le donner à ton partenaire, ça peut être le donner aussi quand tu défends une cause aux gens que tu vas aider. Ça peut être le donner à ta famille, bref, ça peut être le donner à tout le monde. Et justement, il y en a tellement qu'en fait tu peux te permettre d'accueillir quelqu'un dans ta vie et de dire voilà, j'ai tout ça à donner, je sais même pas quoi en faire en fait, c'est là, est-ce que t'en veux, est-ce que ça t'intéresse? Et c'est à ce moment-là qu'effectivement tu peux, je pense, construire quelque chose de plus solide. Là mon verre il est plein d'amour et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est aussi pour ça que j'ai créé ce compte Instagram, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette démarche, parce que j'ai plein d'amour à donner et qu'il y a plein de gens qui ont plein d'amour à donner et c'est ces gens-là qui m'inspirent. Et là, en parlant de plein d'amour à donner, je pense à des personnes inspirantes qui sont dans le même état d'esprit que moi. Et il y a quelques personnes là qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est Alicia Keys et c'est Common. Qui sont en fait... Enfin, Common, c'est mon artiste préféré, mon artiste musical préféré, même si j'en ai des centaines et des centaines en tête. Musicalement parlant, impeccable. Texte impeccable. Évolution impeccable. Travail sur soi impeccable. Vision du monde impeccable. Masculinité, féminité, c'est un génie, ce gars-là est un génie. Il a écrit un livre où il parle d'une agression sexuelle qu'il aurait vécue quand il était plus jeune, donc il a trouvé la force d'en parler en tant qu'homme noir en plus. Déjà parler d'agression sexuelle quand t'es une femme c'est compliqué, mais quand t'es un homme je pense que c'est encore plus compliqué à cause de cette pression dont on parlait, la pression qu'on met sur les hommes, et quand t'es un homme noir je pense que c'est encore plus compliqué. Et il a vraiment, voilà, je pense qu'il va aider pas mal d'hommes qui ont été dans sa situation et qui va les aider à se sentir moins seuls et pourquoi pas arriver à parler aussi. Il est conscient, ouvert d'esprit et rempli d'amour. Et Alicia Keys c'est pareil. J'ai toujours aimé Alicia Keys parce que j'ai grandi dans les années 90. En grandissant et en apprenant à la connaître, parce que maintenant t'as YouTube donc t'as accès à des interviews qu'elle a faites, je me rends compte qu'elle a vraiment une vision du monde qui est hyper intéressante, qui est hyper stimulante, hyper inspirante. Et je la vois vraiment comme une sorte de mentor spirituel. Sa vision de la famille m'intéresse, sa vision, enfin elle a des garçons, elle élève des garçons avec son conjoint. Et la façon dont elle les éduque, en tout cas ce qu'elle nous montre, parce que je suis pas dans sa vie, ça se trouve c'est pas du tout ça, mais ce qu'elle montre, et j'ai l'impression que le lien qui tisse, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très beau. Il y a vraiment plein de choses qui sont inspirantes et pareil, elle déborde d'amour pour elle-même parce qu'elle a fait un chemin, un travail qui a duré, elle a dit que ça avait pris 40 ans pour elle pour qu'elle arrive enfin à faire ce qu'elle aime à 100%, sans le faire pour les autres mais à le faire pour elle, en s'assumant pleinement en tant que femme noire, en s'assumant pleinement en tant que femme et en s'assumant pleinement en tant qu'être humain. Elle a trouvé sa place dans la société et ça se voit, elle irradie elle irradie en fait, elle m'inspire vraiment beaucoup. Et après, il y a d'autres personnes qui sont pour le coup sur notre continent. Ça va être, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Ben Never. Ben Never, il a créé un compte YouTube, entre autres. Le concept, c'est qu'il utilise pareil, en fait, il fait ce que j'ai envie de faire. Il utilise la parole et l'honnêteté et le fait de se mettre à nu, en fait, clairement, pour pouvoir aider à faire évoluer, à faire bouger un peu notre société. Et donc je me rappelle des premières vidéos que j'ai vues et qui fait encore d'ailleurs, c'était justement des tables rondes où il y avait un caméra, micro et ses potes en fait. Et ils étaient là entre hommes à parler de choses dont on ne parle pas en fait en public. Et j'ai trouvé que c'était vachement utile et important en fait. C'est vraiment comme ça qu'on va faire changer les choses et je suis ravie qu'ils le fassent avec des hommes. Et j'ai vu que dans ces dernières vidéos, il y avait aussi des femmes qui participaient à ces tables rondes. Et je trouve que c'est beau, c'est puissant et ça m'inspire beaucoup. Il y a plein d'autres personnes qui m'inspirent, mais je pense que la vidéo va faire 12 heures, et c'est peut-être pas le but. Donc ouais, je pense que je vais la terminer sur ces paroles-là. J'aimerais pour la suite justement
développer le format interview. J'en ai déjà quelques-unes au chaud que je suis en train de travailler, de monter, etc. Donc il y en a d'autres qui vont arriver et j'aimerais aussi saluer, ou en tout cas j'espère que j'arriverai à rendre hommage à ces personnes qui m'inspirent de la bonne manière. J'espère que j'arriverai à ne pas passer à côté de l'essence même des personnes que je vais rencontrer. Et je parlais d'être introvertie tout à l'heure, mais justement je pense que c'est à la fois mon plus grand défaut, si ça peut être appelé un défaut, mais aussi une de mes qualités. C'est que comme je suis pas du tout à l'aise dans l'idée de parler de moi, et que c'est vraiment un effort, que c'est vraiment quelque chose qui est pas naturel en tout cas pour moi, j'essaye en tout cas de comprendre l'autre, les personnes avec qui j'échange, et j'essaye de vraiment me dire voilà, je pousse jamais, je force jamais, j'essaye vraiment de me mettre à la place de l'autre. Et je pense que l'une des qualités quand on est quelqu'un d'assez timide, c'est de pas aimer se sentir exposé, surexposé. Je ferai en sorte que vraiment ce soit fait correctement et que ce soit fait avec amour et que ce soit fait dans le respect, dans le sens où j'ai pas envie de faire du voyeurisme. Je sais que ça marche beaucoup, que le fait de montrer des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être montrées, en tout cas qui sont pas utiles, ça peut être marrant 2 minutes, mais moi ça m'intéresse pas. Et voilà, je suis dans une optique de pas faire du voyeurisme, mais plutôt d'être dans l'honnêteté, de montrer que dans chacun de nous, il y a une force incroyable, il y a des ressources incroyables, qu'on soit capable à certains moments de se réunir entre nous, d'échanger entre nous, de parler de choses qui nous touchent personnellement et qu'on a vécues, parler d'expérience en fait. Et je pense qu'à d'autres moments, on a besoin aussi de s'ouvrir aux autres, comme je l'ai toujours dit, hein, j'ai grandi dans un quartier où il y avait de tout. Je m'intéresse à tout, je suis hyper curieuse, donc pour moi c'est impossible de m'en tenir qu'à ça. Donc vous verrez qu'il y a des moments où je vais parler avec des gens qui ne seront pas originaires d'Afrique, en tout cas pas directement. Mais c'est comme ça, je suis comme ça et j'espère que ça plaira à tout le monde. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie si vous êtes toujours là d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi ça m'a permis de me présenter à vous et de vous remercier aussi. Surtout à ceux et celles qui sont là depuis le début, vraiment, je vous remercie d'une force, c'est ouf. Je remercie aussi ceux et celles qui ont participé et qui vont participer à mes interviews, qui vont avoir le courage de le faire, parce que pour l'avoir fait à l'instant, je sais que c'est pas facile. Et j'espère qu'on va y arriver, parce qu'il n'y a pas de raison. On est tous hyper talentueux, on a tous des forces incroyables les uns les autres, on a tous besoin des uns des autres. Et il n'y a pas moyen qu'en fait je meure avant qu'on ait réussi. C'est mort. On va y arriver. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour, je vous souhaite une bonne nuit si c'est la nuit. Et je vous envoie plein d'amour à tous. Salut.